2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est une nouvelle semaine qui démarre sur votre radio pour votre émission qui vous ressemble et qui vous rassemble, le LGF, le grand forum, avec comme chaque lundi, et bien le lundi, c'est Zawani. Anan, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour chères auditrices et auditeurs. Comment ça va ma chère Anan? Bah écoute, ça va, on a passé un week-end froid, très froid. Engagé, oui. Sous la pluie et sous la neige, oui. à marcher pour la marche des solidarités. Il y avait du monde. Donc j'ai envie de te demander, comment tu vas toi Christophe? Bah écoute, ça va, hein. Je pensais vraiment que j'allais arriver dans un état pitoyable et finalement ça va. Franchement bien. C'était 2h30 de marche quand même. Ouais. Dans le froid, sous la neige quoi. J'en ai fait des manifs, mais alors sous la neige celle-là. Bah justement, on va en parler lors de mon avis tranché. Je vais reprendre un petit peu le manifeste de cette marche des solidarités, pour rappeler le pourquoi de cette marche et quel objectif elle a, entre autres. Entre autres, bien sûr. On parlera donc de ton avis tranché tout à l'heure, mais aussi on a deux invités aujourd'hui que je vais vous présenter dans le programme sur France Maghreb 2. C'est parti, bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver, on espère que vous ayez passé un bon week-end. Encore un peu de patience, le froid va vite s'en aller, parce que là on commence à en avoir vraiment marre. Vive le printemps et vive l'été. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, deux invités aujourd'hui. Youssef Zouini, auteur de 7080, nous en reparlerons. Morad Agrebi, président de collectif en mouvement à Bobigny. Nous parlerons aussi du Maroc où 30 000 enfants naissent hors mariage chaque année, et si nous en parlions tout à l'heure. La question LGF, s'exprimons pour la première fois sur l'affaire. L'avocat de Tariq Ramadan a demandé à la presse d'arrêter de colporter de fausses informations et demander le respect de la présomption d'innocence. A-t-il raison, selon vous, de recadrer la presse? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et nous terminerons bien sûr cette émission par un traditionnel Libertad. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum jusque 18h avec Anan Zawani, et nous sommes lundi et maintenant on a instauré une petite tradition dans cette émission ma chère Anan. Le lundi on parle aussi livres, ça peut donner des idées à certaines personnes qui souhaitent avoir de bonnes idées de lecture pour le week-end prochain ou pour vos soirées. Par exemple, avant de dormir, ça peut faire du bien aussi. Anan Zawani pour son texte de présentation de notre invité du jour. Exactement, donc rendez-vous comme tous les lundis dorénavant avec mon billet littéraire donc qui est dédié à Youssef Zouini, donc ici présent. Bonjour Youssef. Bonjour. Alors, 7080, c'est le titre du roman de Youssef Zouini, coécrit avec Wadi Haddada. Wadi Haddada, vous savez, le fameux présentateur et rédacteur en chef du JT français au Maroc, originaire de la ville d'Avignon. 7080, c'est le titre d'une histoire vraie, d'une erreur judiciaire. 7080 quoi, me direz-vous? Je vous laisse le soin de les découvrir page après page, ligne après ligne. 7080, c'est le chiffre qui fait basculer une vie des deux côtés des barrières des prisons. 5 en tout qu'aura visité Youssef pour un seul et même crime qu'il n'a pas commis. Youssef était ce jeune Nantais comme les autres, âgé de 21 ans à l'époque, plutôt un enfant sage, ni sauvage, ni voleur, ni délinquant, et qui pourtant se retrouve condamné à 10 ans de prison. Youssef a longtemps été soupçonné d'être impliqué dans le braquage d'un supermarché survenu à Nantes le 1er novembre 2004. 3 hommes, masqués et armés, ont séquestré 17 employés et raflé 45 000 €. Rapidement interpellé, Steven, un des 3 braqueurs, s'est défaussé en lançant de fausses accusations et implique Youssef, un de ses camarades du quartier. Dès lors, Youssef devient aux yeux des policiers le cerveau de l'affaire. Interrogé par les policiers, Youssef Zouini a eu du mal à se souvenir de son emploi du temps. Il se trompe d'un jour. La machine judiciaire se met alors en marche, malgré que les preuves de son innocence soient présentes dès le début dans le dossier d'instruction. Cette affaire est l'illustration du dévoiement du principe de la présomption d'innocence. Pour faire acquitter Youssef Zouini, on a dû prouver son innocence, alors que logiquement, la justice aurait dû rapporter la preuve de sa culpabilité pour le condamner, explique maître Yvan Tréberne. En 2017, M. Zouini est condamné à 10 ans de prison par la Cour d'assises de Loire-Atlantique. Dans cette affaire, il a, dit-il, effectué près de 2 ans derrière les barreaux pour rien. Ni les enquêteurs, ni le juge d'instruction n'ont bougé alors que je clamais mon innocence, dénonce Monsieur Zouini. Il en tire sa propre conclusion. Je m'appelle Zouini, j'ai le teint bronzé, j'ai fait quelques conneries dans ma vie, j'étais un coupable idéal. Alors Youssef, je terminerai par cette question tranchée.
Police et justice raciste ou système judiciaire pas assez cadré et contrôlé? Je dirais plus que le système judiciaire n'est pas assez contrôlé, puisqu'on a un juge d'instruction qui a pour devoir d'instruire à charge et à décharge. Et dans mon cas, c'était une instruction à sens unique, puisque ça a été une instruction uniquement à charge. Alors tu présentes quand même, Youssef, le fait que tu es le teint bronzé, que tu étais pratiquement un coupable idéal. Lors de la lecture de ce livre, on ressent quand même toute la colère d'un jeune originaire d'un quartier difficile de Nantes, donc le quartier Malakoff, avec des policiers qui ont quand même des comportements, des mots violents, où le terme arabe peut quand même revenir dans leur bouche assez fréquemment. Et on retrouve également cette manière de t'interpeller par rapport à une couleur de peau, par rapport au fait peut-être que tu es originaire d'un quartier quartier de banlieue populaire, comme on pourrait dire, même à l'intérieur des prisons. Donc là, ce que tu es en train de me dire, Christophe, c'est que cette histoire, c'est juste l'histoire en fait d'un système judiciaire qui est pas assez cadré et contrôlé, et qu'à aucun moment le fait qu'aujourd'hui, et c'est véridique, on est 70 à 80% des prisons françaises qui soient remplies par des jeunes noirs et arabes dans leur grande majorité, et en plus issus des quartiers populaires. Donc tu penses que ce fait-là ne te concerne pas toi, Youssef? Alors si, forcément, c'est un élément qui forcément n'a pas plaidé en ma faveur, puisque le fait d'avoir un prénom étranger et puis des origines, donc forcément c'est si vous voulez, c'est pas quelque chose qui va nous aider et qui va nous embellir, si vous voulez, quand on se retrouve face à un jury de cour d'assises. Mais moi je ne suis pas pour partir tout de suite dans cette optique-là, en se disant bon, les Français sont racistes, etc. Non, alors j'ai pas dit les Français sont racistes. J'ai posé la question, est-ce que la police et la justice étaient racistes? C'est très différent. Alors peut-être, moi je pense qu'il y a souvent quand même des préjugés déjà, donc on peut parfois correspondre au profil recherché. Bien sûr. Mais ensuite on doit, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est juge d'instruction, on a un devoir, c'est-à-dire de mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à la manifestation de la vérité, et on doit instruire à charge et à décharge. Alors que je sois arabe ou pas arabe, s'il y avait justement cette justice qui aurait été contrôlée, on aurait pu s'apercevoir justement, puisqu'il y avait un élément qui prouvait mon innocence depuis le départ, et que tout le monde est passé au travers, alors que c'est bien cet élément-là qui a été pris en compte quelques années plus tard et qui a permis de faire la lumière sur cette histoire. Alors parlons dans un instant pourquoi avoir choisi 7080. Finalement, c'est un chiffre qui fait basculer un petit peu cette histoire, mais revenons à cet emballement judiciaire et au moment où effectivement tu te trompes d'un jour, et le fait de t'être trompé, ça t'a coûté, j'allais dire, 2 ans de prison. Oui. Alors en fait, petite précision. Comment on ressent la chose quand ça nous tombe dessus, évidemment, cet emballement judiciaire. Dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là? Est-ce que tu es paniqué? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Comment ça se passe dans ta tête? Alors petite précision pour le titre, c'est 7080 secondes. Oui. D'accord. Il y a des apostrophes à côté du chiffre. Donc c'est 7080 secondes qui correspond à un moment clé. D'accord. Alors il faut lire le bouquin pour comprendre. Du bouquin, on comprend à quoi correspond exactement donc ça correspond à peu près 2 heures, et c'est la clé en fait de toute cette histoire. Donc je ne vous le dirai pas pour laisser un petit peu la surprise. Voilà. L'état d'esprit. Concernant mon état d'esprit, alors c'est vrai que j'étais au départ complètement choqué, sonné, et je ne m'attendais pas à ce qu'une affaire prenne de telle ampleur, puisque j'étais innocent et que je savais que je n'y étais absolument pour rien, et que j'avais la conscience tranquille. Donc je me suis dit qu'à un moment donné ça allait s'arrêter. Et puis au fil du temps, au fil des mois, au fil de l'instruction, on se rend compte qu'il n'y a rien, qu'on n'avance pas dans le dossier, qu'on n'avance pas dans l'affaire, et que alors qu'il y a véritablement un élément qui prouve mon innocence, mais qui n'est pas porté à ma connaissance, mais qui est pourtant à la connaissance du juge d'instruction et des enquêteurs.
Donc c'est vrai que j'étais j'étais très surpris et j'attendais de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, ce petit truc, cette preuve qui allait finalement me sortir de ce véritable cauchemar. Parce qu'en vérité, voilà, on parle effectivement de 2 ans derrière les barreaux d'une prison, mais en réalité, ce livre décrit 4 années d'étapes et d'épreuves où Youssef entre en prison, en ressort. Donc c'est vraiment une histoire rocambolesque. Du début à la fin, on passe d'événement en événement, d'épreuve en épreuve. À certains moments, on est un petit peu soulagé, on se dit bah voilà, finalement il va en voir le bout, et puis finalement non, ça repart toujours sur des défaillances du système judiciaire, encore une fois, qui empêchent en réalité Youssef de reconstruire même jusque sa vie, même à la sortie de prison. Donc même quand il est déclaré innocent, même quand il est il est plus coupable, encore après ça, il y a encore des difficultés. Donc Youssef, peut-être nous donner ton état d'esprit. Donc ce qu'on constate à travers son témoignage, c'est que on a une personne qui est extrêmement combative, qui fait preuve d'astuce également pour pouvoir faire entendre son affaire, son dossier, qui écrit plus de 400 courriers au juge d'instruction, si j'entends bien. Donc ton état d'esprit, tout simplement, quand tu étais emprisonné, puis que personne en réalité ne t'entendait, même pas tes premiers avocats. Et pour compléter la question de Hanan, si je permets, Youssef, est-ce que tu peux nous parler en même temps un petit peu de ce milieu carcéral? Finalement, on en parle beaucoup dans les médias, mais on le connaît malheureusement que quand on y passe, et toi tu as eu le malheur, j'allais dire, d'y passer, donc tu peux en parler. Cet accueil justement des prisonniers lorsque tu arrives, où tu te retrouves dans un endroit où tu es complètement perdu, qu'est-ce qui se passe un petit peu, ton état d'esprit en l'occurrence, quand tu rentres en prison? Alors pour reprendre le premier point de Hanan, c'est que, alors en fait c'est vrai que quand on se retrouve seul face à la machine judiciaire, c'est quelque chose de très très difficile, puisqu'on se retrouve face à un vrai bloc qui est le bloc de la justice, et la seule personne qui peut peut-être quelque chose pour nous, c'est notre avocat. Enfin, c'est mon avocat, et encore fallait-il qu'il croie en moi, et ce n'était pas le cas pour le premier avocat qui me représentait. Donc c'est vrai que c'était très difficile, puisque j'ai dû clamer mon innocence haut et fort, j'ai dû envoyer des courriers à la chancellerie, à la ministre de la Justice, Madame Dati à l'époque, au maire de Nantes, M. Jean-Marc Ayrault, au président de la République, M. Sarkozy, et qu'on me répondait qu'en raison de la séparation des pouvoirs, on ne pouvait pas intervenir dans les affaires judiciaires en cours. Donc c'est vrai que j'ai pris mon stylo, et puis je me suis mis à écrire un petit peu à tout le monde, puisqu'il fallait absolument que je me fasse entendre. Et que voilà, j'étais vraiment dans un état d'esprit combatif, et que je me suis dit qu'il fallait absolument relever cette épreuve, et qu'il fallait absolument se battre, et puis quand on est innocent, justement, on perd jamais espoir. Donc forcément, on trouve toujours la force en nous, justement, pour clamer l'innocence au effort jusqu'à ce qu'on soit enfin entendu. Concernant ensuite la vie en détention, c'est vrai que moi, de mon positionnement, ça a été très compliqué, puisque j'ai eu du mal à accepter l'enfermement du fait que je n'avais rien fait. Donc je me sentais différent des autres détenus qui je ne sais pas s'ils étaient innocents ou non, mais je pense que c'est quand même relativement rare d'enfermer un jeune de 20 ans à l'époque et de le renvoyer devant une cour d'assises pour des faits assez graves et de se faire condamner à 10 ans de prison. C'est quand même énorme pour un jeune de 20 ans. Donc c'est vrai que la détention a été très compliquée, puisque je suis innocent, donc je me retrouve noyé un petit peu au milieu de braqueurs, au milieu de dealers, au milieu de gens qui ont vraiment basculé et qui font partie de la grande délinquance. Et c'est vrai que ça a été difficile, parce qu'on se retrouve un petit peu perdu au milieu de tout ça. Et donc je me suis enfermé un petit peu dans une espèce de petite bulle, et parfois je me privais par exemple d'aller en promenade, parce que j'avais du mal à me mélanger au milieu carcéral, parce que
pour moi, je me sentais étranger. Est-ce qu'il y avait une peur parfois? Non, pas du tout. Je n'avais absolument pas peur. Mais en fait, si vous voulez, l'écriture de mes lettres me prenait énormément de temps, prenait énormément d'énergie, puisque j'ai écrit 486 courriers, exactement. Tu as passé aussi beaucoup de temps à la bibliothèque, tu es pratiquement devenu un spécialiste du code pénal. Voilà, donc justement, je me suis passionné pour le droit à ce moment-là. Et donc j'ai découvert le droit à ce moment-là et je me suis vraiment plongé alors j'étais dans toutes les émissions, enfin j'étais vraiment à chaque fois j'étais avec un bloc-notes et un petit bout et mes petites notes, à prendre des notes et des expressions, et j'écoutais des hommes politiques parler à la télévision. Quand il y avait des émissions consacrées à la justice, j'étais le premier devant mon écran en prison, et voilà, je cherchais à comprendre un peu le fonctionnement de la justice, à essayer de comprendre la façon de penser des magistrats, puisque j'essayais de me dire ce que justement la façon dont je me suis défendu, est-ce qu'elle était bonne, est-ce que je n'ai pas fauté à un moment donné. Donc je me remettais beaucoup en question. Donc alors c'est vrai, comme j'étais en prison, je profitais de ce temps-là justement pour essayer de comprendre. Le fonctionnement de la justice, et puis l'énergie que j'avais, plutôt que de la mettre au sport, je me concentrais essentiellement sur mon innocence, et je faisais tout pour Et ça a fini par marcher évidemment avec un peu de temps. On parle souvent de surpopulation dans le milieu carcéral. Tu confirmes? Est-ce que pourtant la France, qui a été condamnée à plusieurs reprises d'ailleurs pour les conditions d'incarcération en prison, aujourd'hui c'est un vrai problème auquel il faut s'attaquer, Youssef? Oui, c'est un vrai problème, puisque moi-même j'y ai été confronté. On m'a placé au quartier disciplinaire pour avoir refusé d'intégrer une cellule fumeur. Je me suis retrouvé à être transféré à quelques kilomètres de Nantes. Je me rappelle que le matin j'étais en prison à Nantes. On me met dans une cellule fumeur, donc je refuse. Je suis placé au quartier disciplinaire en disant que je ne veux pas respecter la loi de l'établissement pénitentiaire, alors que la loi de l'établissement pénitentiaire, justement, il y a un article de loi, justement, où on dit on n'a pas le droit de nous placer avec des détenus fumeurs, sauf si moi je l'accepte, chose que j'acceptais pas. Donc on m'a transféré dans l'après-midi à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, j'ai fait, je crois, 2h30 en détention là-bas. On m'a retransféré une deuxième fois dans la journée. Pourquoi? Parce que j'ai encore refusé d'intégrer une cellule de fumeurs. Et c'est simplement pour préserver ma santé. Donc c'est vrai que... Alors on me dit oui, mais écoutez, vous savez, c'est une toute petite maison d'arrêt à La Roche-sur-Yon. Il n'y a pas assez de place. Oui, mais moi c'est pas mon problème. Moi mon problème c'est ma santé, et je ne veux pas me retrouver dans une cellule où... Pendant tout ce livre, on a quand même l'impression, et c'est pas qu'une impression, parce que les faits sont là, que du fait que justement tu te battes pour faire reconnaître ton innocence, que tu envoies moult et moult courriers, que tu arrives même, sans dévoiler l'intrigue, par un jeu de passe-passe extraordinaire, en tout cas en faisant croire que tu allais avouer ta culpabilité, à te retrouver devant le juge d'instruction. Donc t'es quand même vu comme la personne à abattre, que ce soit au niveau des directeurs de prison ou même au niveau des surveillants de prison. On te mène quand même une vie très très difficile. Oui, parce que en fait donc j'étais quand même mis en examen pour des faits assez graves. Oui. Donc la plupart des jeunes que j'ai connus en détention, c'était des jeunes qui étaient là essentiellement pour des histoires de vol ou des histoires de stupéfiants. Mais là, on était vraiment, pour un jeune de mon âge, lorsque je me retrouvais, je me souviens, à la maison d'arrêt d'Angers, parmi les jeunes de mon âge, j'étais un des seuls qui avait vraiment une grosse affaire, qui avait une affaire de braquage, et j'avais comme on dit, un mandat de dépôt criminel, c'est-à-dire que j'étais incarcéré pour des faits de nature criminelle passibles de la cour d'assises. Donc c'est vrai que c'est très effrayant de se dire qu'on va comparaître devant un jury et que c'est vraiment sérieux. Et forcément ça
Alors cette histoire, c'est aussi une histoire de trahison. Donc tu as été trahi par des camarades de quartier. Et ce fameux Steven. Ce fameux Steven, Rachid, je crois, et je me souviens plus du troisième prénom. Comment il s'appelle le troisième ? Julien. Voilà. Alors c'est peut-être pas les mêmes noms. D'accord, ok. Est-ce que ces trois-là, tu les as revus d'ailleurs ? Est-ce que tu as pu t'expliquer avec eux ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout revu. Enfin, une des personnes avec qui j'ai été en contact et bon, si vous voulez, je n'en veux pas à ces personnes-là parce que ces personnes-là m'avaient pas mis en cause, mais j'en voulais à Steven qui lui m'a mis en cause. Donc les autres personnes ne m'ont pas mis en cause. Mais... Alors elles t'ont peut-être pas mis en cause. Après voilà, je suis peut-être moins sympa à leur égard. Tu me sembles être vraiment quelqu'un qui a passé l'éponge. Elles t'ont peut-être pas mis en cause, mais elles ont à aucun moment dit que tu n'étais pas impliqué. Elles le savaient très bien. Bien sûr, elles le savaient très bien. Mais si donc c'est quand même une histoire où on est face à des êtres humains qui font preuve d'une noirceur d'âme rarement vue. On s'est retrouvé dans un dossier où c'était la loi du silence qui s'imposait. Donc, mais moi, si je dois en vouloir véritablement à quelqu'un, bien que je n'en veux pas à qui que ce soit, c'est au cabinet d'instruction. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est très facile d'accuser quelqu'un, c'est très facile de mettre en cause quelqu'un dans un dossier, mais encore faut-il avoir des éléments. Moi, j'ai des éléments, j'ai un élément matériel qui prouvait que techniquement, je ne pouvais pas être sur les lieux d'un vol à main armée. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a un élément dans le dossier qui est au dossier d'instruction. Qui était connu dès le départ. Hein. Qui était connu dès le départ. 2 mois après ma mise en examen, on étudie le listing de mon téléphone portable et on s'aperçoit qu'au moment du vol à main armée, mon téléphone portable déclenche une borne à plus de 10 km du lieu du braquage et que cet élément-là n'a pas été pris en compte pendant toutes ces années d'instruction. Hallucinant. Et que c'est bien cet élément-là, alors c'est bien pour ça que j'ai été quand même révolté par rapport à l'institution judiciaire, il n'y avait pas un nouvel élément qui a permis de m'innocenter. Le dossier était le même depuis 4 ans, il n'a absolument pas bougé. Et que c'est bien cet élément-là qui est pris en compte 4 ans plus tard. Et j'arrive quand même devant un avocat général, devant une cour d'assises. Donc un avocat général, son rôle, c'est de requérir une peine, c'est de représenter le ministère public et de demander d'entrer en voie de condamnation. Et j'ai un avocat général qui ne comprend pas, qui vient dire aux jurés devant la cour d'assises, je ne comprends pas comment ce jeune homme a pu se retrouver devant une cour d'assises et être condamné à 10 ans de prison. Si ces vérifications-là avaient été approfondies, avaient été prises en compte depuis le départ, je n'aurais jamais mis les pieds en prison. Donc voilà, moi c'est bien plus qu'une erreur judiciaire. Parce que pour moi une erreur judiciaire, c'est quand la justice n'a pas tous les éléments dans un dossier pour permettre d'établir la vérité. Là, la justice avait tous les éléments. Et depuis le départ, et j'ai écrit 486 courriers, non pas en demandant à sortir de prison, mais simplement à ce que cet élément-là soit pris en considération, soit pris en compte. Et finalement, ça a été pris en compte lorsque j'ai dû changer d'avocat. Et ça a été pris en compte. Et même pour vous dire que les vérifications complémentaires ont été faites 15 jours avant le nouveau procès. Oui. Donc ça s'était fait vraiment au dernier moment. Tardé. Alors ce livre, là, 7080 secondes, est-ce que c'est une forme de thérapie ? Parce que je suppose qu'un tel épisode, une telle expérience, ça ne s'oublie pas. Oui, bien sûr, c'est une thérapie puisque ça me permet de... Moi, si vous voulez, la thérapie, je l'avais déjà faite, mais le fait d'écrire un bouquin, c'est vrai que ça permet de mettre des mots sur des souffrances et puis ça permet d'aller de l'avant et ça laisse des traces, Youssef ? Vraiment ? Si vous voulez, on n'oublie pas, on vit avec, quoi. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de faire, je sais pas, des cauchemars la nuit Oui, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive encore de faire des cauchemars et bizarrement, dans mes cauchemars, je suis tout le temps poursuivi. Ouais. Donc... c'est vrai que quand on se retrouve à une vingtaine d'années, à 20 ans, 21 ans, dans le box d'une cour d'assises et de se faire condamner à 10 ans de prison, ça va être terrible. Dans la vie d'un jeune de 20 ans, c'est un Est-ce que tu as eu peur de basculer à un moment ? Non. Non, parce que en fait, moi j'ai quelqu'un qui a un très gros caractère et je suis quelqu'un qui relève toujours les défis. Ouais. Donc je l'ai pris comme un défi qu'il fallait que je relève absolument. Sacré défi quand même. Hein. Mais en fait, si vous voulez, on peut avoir beaucoup d'épreuves dans la vie, mais moi, je suis plus à penser à l'après. Ouais. C'est-à-dire que je pense pas à l'instant présent où je suis en train de surmonter des choses très difficiles, je suis en train de penser à l'après. Alors,
Là, je savais que j'étais innocent, alors je me suis dit à un moment donné, pour que je vive tout ce qui est en train de m'arriver, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière tout ça. Et je me suis pas trompé. Effectivement, oui. Youssef, est-ce qu'il y a une rencontre ou un événement positif que tu as envie de retenir de cette triste période finalement? Est-ce que tu as pu faire quand même des connaissances de personnes au cours de ton incarcération? Non, puisque je n'ai pas voulu particulièrement garder de contact avec tout ce milieu carcéral et que c'était un passé que je voulais laisser derrière moi. Ouais. Par contre, oui, par la suite, j'ai pu faire de très belles rencontres, notamment la rencontre que j'ai faite avec mon co-auteur qui est Wadi Adada, que je salue au passage s'il m'écoute, puisque ça a été vraiment une personne qui m'a vraiment pris sous son aile et qui a été comme un grand frère pendant plusieurs années, et voilà, qui m'a permis justement de pouvoir mettre des mots sur mes souffrances, et qui s'est plongé aussi, qui s'est mis dans ma peau, puisque il a fallu pour lui vraiment pour écrire, il a vraiment fallu il fallait vraiment qu'ils me connaissent vraiment déjà. Donc on est vraiment, donc il y a eu ce lien fraternel qui s'est noué entre nous, qui nous a beaucoup aidé pour l'écriture. Alors il y a une rencontre qui s'est déroulée là. Youssef n'en parle pas, mais durant son emprisonnement, et puis qui lui a permis justement de tenir le coup, de rêver, de se projeter vers l'avenir et de continuer à se rêver en tant qu'homme ambitieux et qui va réussir. C'est la rencontre avec le monde du théâtre quand même, Youssef. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi je me souviens que j'étais incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, et je m'étais inscrit à l'activité théâtre, comme je m'étais inscrit dans beaucoup d'autres activités, pour noyer un petit peu mon quotidien et sortir un maximum de temps de ma cellule. Et donc alors au départ, je m'étais inscrit simplement pour sortir de ma cellule, et puis je me suis retrouvé alors j'ai découvert un monde, j'ai découvert vraiment un univers qui m'a vraiment passionné, et c'est ce qui justement m'a permis justement de m'évader, puisque comme je vivais tellement de choses, j'étais à la recherche de l'évasion, et j'ai pu trouver cette évasion là par le biais du théâtre, et c'est ce qui m'a permis justement de tenir aussi en prison, puisque j'avais des ambitions par rapport à cette passion que je venais de me découvrir. Et la première fois que j'entends parler par exemple du cours Florent, que j'ai intégré par la suite, c'était en prison, au quartier d'isolement, oui, au moment où je venais d'être condamné à 10 ans de prison. Ouais. J'entends parler pour la première fois de cette célèbre école que je ne connaissais absolument pas, et que j'ai finalement pu intégrer par la grande porte à ma libération, et j'en suis ressorti diplômé en juin dernier. Donc ce qui est absolument pas rien, Christophe. Absolument. Pour rentrer au cours Florent, c'est quand même un concours. Oui. C'est une préparation. Les cours de théâtre qu'a suivi Youssef, c'était quelques mois. Donc on peut déjà dire que il y a un vrai talent inné, et que oui, lors de sa sortie de prison, premier contact avec le cours Florent, il y a la directrice du cours Florent, donc qui vous émet un avis positif, et qui salue votre capacité à transmettre les émotions, qui met en avant effectivement que vous avez un beau visage. Donc je confirme, Youssef est vraiment filmogénique, et que il a toutes les qualités requises et recherchées pour un réalisateur. Donc justement, Youssef, ta prochaine ambition. Donc là, tu as eu la chance, comme tu l'as dit, de rencontrer Wadi Dada, qu'il puisse mettre des mots sur ton histoire. Donc cette histoire, c'est une histoire vraie, elle est romancée. Est-ce qu'elle va être adaptée au cinéma, selon toi ? Oui, ça fait partie de mes projets. Donc, avant même d'écrire le bouquin, j'avais déjà ce projet de film, mais je suis quelqu'un qui aime faire les choses chronologiquement, et je me suis dit qu'il fallait d'abord passer par cette étape d'écriture, déjà d'un point de vue psychologique, et ensuite d'un point de vue professionnel, c'est forcément plus facile d'adapter une histoire en partant d'un livre que de partir de rien du tout. Dernière question, Youssef, est-ce qu'aujourd'hui, donc cet épisode étant derrière toi, ce livre étant là, peut-être un projet de cinéma bientôt, Youssef, est-ce que t'as pu, construire une vie familiale aujourd'hui, et peut-être installer une certaine stabilité dans ta vie de tous les jours? Écoutez,
j'ai une vie qui est à peu près normale. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, je viens de sortir Tu peux nous rappeler ton âge, Youssef? J'ai 30 ans. 30 ans, d'accord. Alors, je viens de finir mon cursus au cours Florent en juin dernier. Ouais. Et donc, j'ai le bouquin qui vient de sortir récemment. Donc, on est vraiment dans la continuité. Donc, le livre sort aussi à un moment important puisque il sort vraiment à la fin de mon cursus de formation. D'accord. Donc, parce que c'est quand même la grande difficulté que beaucoup d'élèves rencontrent à la sortie de... Et le soutien de la famille, il a été important? Bien sûr, puisqu'on a besoin du soutien de sa famille, de ses proches. Ils ont toujours cru en votre innocence? Oui. Durant toute cette histoire, et puis parmi ces nombreuses pages, on se prend de tendresse pour Youssef, on partage vraiment ses douleurs. Ces quelques joies, elles sont peu nombreuses, et on a toujours en trame de fond cette maman qui souffre en fait. Voilà. Ouais. On sent une maman qui souffre, on sent un enfant qui culpabilise, qui s'inquiète pour elle, et effectivement elle est là du début à la fin. On va rappeler peut-être le titre du livre et l'édition, ma chère Anan. Alors c'est 7080 secondes, et pour l'édition, je vais te laisser le faire, Youssef, et puis surtout nous dire où est-ce qu'on peut le trouver. Alors pour l'éditeur, c'est les éditions Approche, oui, qui est une maison d'édition basée au Maroc, notamment à Fès. Oui. Et donc c'est un livre qu'on peut commander dans n'importe quelle librairie. Alors il est disponible sur commande. D'accord. Donc on peut le commander à l'espace culturel d'un Leclerc ou dans n'importe quelle librairie ou dans une Fnac. Ou sur Amazon. D'accord. Ou sur Amazon également. D'accord. Youssef, merci beaucoup en tout cas d'être venu te livrer quelque part. Merci, et on invite vraiment les auditrices et les auditeurs à lire ce livre qui est certes romancé mais qui est évidemment une histoire totalement vraie du début à la fin de ce que l'on peut appeler communément une énorme erreur judiciaire qui t'a valu donc de la prison. Et une période difficile donc à laquelle tu as su faire face, et surtout tu en es sorti peut-être même d'ailleurs plus renforcé qu'auparavant. Merci beaucoup Youssef. Merci Youssef. Et à très bientôt. À très bientôt. Dans un instant, on va changer de sujet, messieurs dames, puisqu'avec Anan Zawani, en attendant notre deuxième invité tout à l'heure, nous allons parler de violence policière dans son avis tranché. Juste auparavant, le zapping. Restez là avec nous, c'est le Grand Forum. Younes, à l'instant côté musique. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM. Sur 105.1 FM à Dijon. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio, le Grand Forum LGF avec Anan Zawani. C'est vraiment un bon moment là qu'on a passé, Anan, avec Youssef Zouini, auteur de ce livre, co-auteur de ce livre, 7080 secondes. Voilà. Et vraiment passionnant. Je vous invite on vous invite à le lire, à le découvrir et l'histoire d'une erreur judiciaire vécue par un jeune Nantais de 21 ans. Alors peut-être lié ou pas d'ailleurs, mais ton avis tranché dans quelques minutes sur France Maghreb 2 pour nous parler et peut-être faire écho au surlendemain de cette manifestation qui, malgré la neige, la météo capricieuse de ce samedi a quand même fait descendre entre 5 et 10 000 personnes selon les chiffres qui circulent quand même dans les rues de Paris, ce qui n'était pas rien, pour justement y dénoncer entre autres, mais pas seulement, les violences policières. La question du jour, je vous la rappelle, messieurs dames, on est à propos de l'affaire Tariq Ramadan. D'ailleurs, je précise que la famille a pu enfin rencontrer Tariq Ramadan et s'inquiète d'ailleurs de son état de santé qui s'est fortement dégradé. Cependant, son avocat s'est exprimé à la télévision. C'était en vendredi dernier et il s'exprimait d'ailleurs pour la première fois sur l'affaire de Tariq Ramadan. Il a demandé à la presse, son avocat, d'arrêter de colporter de fausses informations et de demander aussi le respect de la présomption d'innocence. A-t-il eu raison, selon vous, de réprimander ainsi la presse? Et vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Bon, sans aucune surprise, j'ai envie de dire, vous êtes en grande majorité à dire que oui, parce que on peut avoir évidemment son avis sur la question, sur le personnage, sur cette affaire. Mais je pense que tout le monde, en tout cas, se rejoint, toute personne sensée, en ce qui concerne la présomption d'innocence, qui n'a absolument pas été respectée dans cette affaire, pour le coup. Vous êtes en grosse majorité à dire oui. Hein. Alors, 93% sur Twitter et 95% sur Facebook. Vous continuez en tout cas de voter et de nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr.
Et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000 si vous le souhaitez pour vous exprimer là-dessus. Juste auparavant, juste avant la vie tranchée de Hanan Zawani, un petit tour par le zapping et les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio. Et on va justement parler de radio. Ça s'est passé sur France Inter ce matin, un accrochage entre la chroniqueuse Charline Van Denker, qui est une chroniqueuse humoriste, avec l'invité qui était là, Alexis Corbière. Il n'a pas vraiment apprécié le ton humoristique de Charline Van Denker ce matin. Je découvre qu'on est collègues, mais si, avec le remboursement des frais de campagne, voilà, c'est l'État qui a financé vos prestations dans les médias et d'autres, on l'a entendu. Alors bienvenue dans la grande famille du service public, hein. Et dites-moi, avant 8h, ça compte en heures sup ou pas? Alors moi je comprends que vous ayez été payé par la France Insoumise pour aller parler dans les médias. Vous les détestez, les médias. Donc il n'y a rien de plus normal que d'être payé pour effectuer une corvée. Vous croyez qu'il irait gratos si on demandait à Dominique Seux de faire une intervention à la fête de l'humain, hein? Voilà, j'espère que ça sera pris en compte pour vos points pénibilité. En plus, vous êtes auto-entrepreneur et ça a dû être une douleur d'endosser ce statut. Hein, l'ubérisation du parti de gauche, ça c'est quand même un peu spécial. Mais bon, monsieur Corbière, comme on est collègues ce matin, on vous facture pas le café, hein, profitez-en si vous voulez une viennoiserie, surtout faites-vous plaisir. En tant qu'auto-entrepreneur, d'habitude c'est bonbons et bouteilles d'eau, donc ça vous changera. D'ailleurs, j'y pense, cette idée de se mettre en auto-entrepreneur pour facturer ses prestations dans les médias, ça va donner des idées à d'autres. Seulement, si Valérie Pécresse commence à monnayer les compliments qu'on l'oblige à faire sur Wauquiez à la télé, c'est pas bon pour les finances de chez les Républicains. Et c'est vous qui avez raison. Une intervention télé ou radio, ça se prépare, ça demande de se documenter, d'avoir accès aux bonnes informations. Et on sait comment c'est compliqué d'avoir accès à de bonnes informations de nos jours. Vous avez vu chez vous dans le média comment ils galèrent. Et pourtant, c'est une belle réussite, le média. Si les auditeurs de RTL sont fans, parce que ça a le mérite d'occuper Gérard Miller. Par conséquent, il va beaucoup moins aux grosses têtes. Et ça soulage un petit peu. Auto-entrepreneur, c'est aussi ça, de se lancer dans une campagne électorale quand on n'a pas d'amis banquiers, ni d'amis russes. Et c'est pour ça que vous en êtes rendu là. Et puis, c'est pas si incohérent, parce qu'auto-entrepreneur, c'est être aussi insoumis à certaines cotisations et à la TVA. C'est la révolution qui serait un peu en marche, en toute flexi-sécurité. Donc, vous méritez le nom de France Insoumise, parce qu'avec vous, la France est même insoumise à quelques-uns de ses propres principes. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Merci Charline. Je paye des cotisations. C'est scandaleux ce que vous venez de faire. Mais non, non, mais je vous le dis gentiment parce que le je vous écoute. statut d'auto-entrepreneur permet d'être exonéré de certaines cotisations. Ouais, mais moi j'ai payé l'URSSAF, d'accord. Deuxièmement, pourquoi vous faites pas le billet quand c'est Benjamin Griveaux qui souriez, Alexis Corbière. Non mais attends, on va en rester là. Oui, mais c'est pas d'humour à la France Insoumise. Mais c'est vous qui n'en avez pas, ça s'appelle ça du poujadisme. On en reste là. Bah ouais, Charline. Bonne journée. Tout ce que j'ai lu de dégueulasse ces derniers jours, vous l'avez ramassé dans Vous un êtes vraiment papier. humoriste. Voilà, il n'a pas vraiment apprécié le ton humoristique de Charline Van Denker. Il y a de quoi, ça balance sous couvert d'humour. On voit bien qu'elle aime pas trop la France Insoumise. Après, elle est peut-être dans son rôle, effectivement, de faire un billet d'humour tranchant et grinçant. Mais effectivement, elle va trop loin quand elle dit qu'un auto-entrepreneur ne paye pas de cotisation. Évidemment qu'il en paye. Et que le statut d'auto-entrepreneur, c'est pas un statut facile. Quand on est salarié, on a le droit à des indemnités chômage. Quand on fait le choix du statut auto-entrepreneur, et parfois c'est pas un choix, on n'a pas le choix justement parce que un certain type de patronat l'impose. Et quand ce contrat s'arrête, pas d'indemnisation au chômage. Alors je suis pas particulièrement fan de Alexis Corbière, mais il a tout à fait raison de dire que c'est du pujadisme et ça suffit. Bon, alors ça risque peut-être de nous arriver un jour ou l'autre, cher Hanan. On va parler d'un moment de télé et comme quoi même les meilleurs se font déstabiliser. Et c'est seul d'ailleurs le direct qui peut permettre ce genre de moment. C'était hier soir sur France 2, vers la fin de l'émission. Invité de Laurent Delahousse, Michel Denisot. Ce dernier déstabilise complètement Laurent Delahousse, donc le présentateur de ce magazine. Écoutez plutôt, ça peut nous arriver, j'ai envie de dire, et c'est pour ça qu'il faut être toujours droit dans ses bottes. Écoutez ce qui s'est passé pour Laurent Delahousse qui n'en venait pas large hier soir. Hein. Là, pour le casting du film, donc vous avez dit, donc on a tous les rôles masculins, on n'a pas les rôles féminins encore, on va s'en occuper. Et donc vous avez un appel à lancer? J'ai un appel à lancer aussi, vous pouvez m'aider. Oui, bien sûr, parce qu'on est donc le journaliste de 20h, le journaliste de 20h a une compagne très jolie, donc si vous avez une idée pour trouver une actrice qui peut correspondre. Non. Écoutez, Une idée, vous? Moi non. Non, on va enchaîner. Hein, on va enchaîner. Une blague? Oui. Non, j'en avais une, mais elle a été. Qu'est-ce que vous apporte la scène? Celle-là, j'étais la chercher de moi là. Oui. Qu'est-ce que vous apporte la scène finalement
En fait, je comprends que vous mettez votre main sous votre menton quand vous n'avez plus rien à dire. Quoi. Non, quand j'ai un petit moment de solitude, d'absence ou de trucs comme ça. Michel Denisot, il croise les bras. Moi, j'ai beaucoup observé Michel Denisot, c'est mon maître. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, effectivement, je crois. Et après la scène à Paris, il y aura un petit peu autre chose ailleurs dans Paris. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Il faut absolument m'aider. Il faut m'aider. Il est 20h51, il nous reste une minute. Donc. Non, oui, il y aura de la scène. Je repars en tournée de janvier à mai 2019. Il était mal, Laurent Delahousse, en fin d'émission. C'est vrai que ça peut arriver comme ça. Oui. On s'y attend pas et Michel Denisot, voilà, a su mettre un bel uppercut à Laurent Delahousse qui s'est retrouvé KO en fin d'émission. Il a essayé de se rattraper, d'éluder le sujet, c'était compliqué. C'était très compliqué, effectivement, surtout quand on y mêle la vie privée, ça devient difficile. Ouais. Pour finir ce zapping, on va retourner du côté de l'actualité et pour parler de la presse russe. Tiens, plusieurs experts, vous le savez, expliquent le succès de Vladimir Poutine, notamment par la crise diplomatique entre la Russie et le Royaume-Uni après la tentative d'assassinat d'un ancien espion russe. Comme l'a dit hier soir un porte-parole de la campagne de Vladimir Poutine, on nous a mis la pression exactement au moment où nous devions nous mobiliser. On n'avait pas vraiment entendu d'ailleurs le président russe sur cette question depuis que le scandale a éclaté, donc les accusations lancées contre la Russie. Eh bien, c'est du grand n'importe quoi selon Vladimir Poutine. Écoutez plutôt. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que si on avait eu affaire à un poison militaire, les gens seraient morts sur le coup, c'est évident. La deuxième chose, c'est que la Russie ne dispose pas de ce type de moyens. Nous avons détruit toutes nos armes chimiques sous la supervision d'observateurs internationaux. D'ailleurs, nous avons été les premiers à le faire, contrairement à certains de nos partenaires qui l'ont promis, mais qui doivent malheureusement encore tenir leurs promesses. Nous sommes prêts à coopérer et nous l'avons dit immédiatement. Mais pour cela, il faut que la partie d'en face soit aussi intéressée. Pour l'instant, nous ne le voyons pas. Que l'on puisse imaginer qu'en Russie, quelqu'un se permette de faire de telles choses juste avant l'élection et la Coupe du Monde de football, c'est absurde, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, Vladimir Poutine, donc du grand n'importe quoi selon lui. Eh bien, les démentis russes sont de plus en plus absurdes, lui répond Boris Johnson, le chef de la diplomatie britannique. C'est aujourd'hui d'ailleurs qu'arrive à Londres une équipe d'experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, puisque c'est une arme chimique qui, vous le savez, fabriquée du temps de l'URSS, qui a été utilisée contre Sergei Skripal et sa fille. Voilà pour cette réaction du président qui a été réélu. Et bien élu d'ailleurs pour ce qui est de Poutine, qui s'est offert un 76% de un résultat de dictateur, j'ai envie de dire. Oh bah oui, quoi, on est en dessous des 80 quand même, donc ça va. C'est vrai. Ouais. Alors ce qui est marrant dans la presse française aujourd'hui, c'est qu'on nous parle de bourrage d'urne, etc. Comme d'habitude, évidemment. En tout cas, il est toujours droit dans ses bottes et oui, ça c'est clair. Emmanuel Macron, président français, lui adresse ses vœux de succès, mais le met en garde tout de même sur la Syrie et l'affaire Skripal, voilà. Ouais, absolument. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Voilà pour ce qui était du zapping des meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. On va vous parler dans quelques instants, Anan, d'un concours que le LGF va lancer dans quelques instants. On va vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Mais pour l'instant, je vous propose tout de suite l'avis tranché de notre ami Anan Zawani qui fait réaction ou écho plutôt à ce qui s'est passé samedi à Paris. Jingle. On reprend le manifeste en fait. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. On va donc reparler de ce qui s'est passé samedi à l'occasion de cette manifestation dans les rues de Paris, où Anan Zawani reprend le manifeste de cette manifestation. Exactement. Donc la marche des solidarités, 6000 personnes malgré un temps de chien. Pourquoi ? Pour qui ? Donc face à la multiplication des violences policières, face à l'augmentation du nombre de morts, face à la chasse, l'humiliation, le mépris dont sont victimes les Noirs, les Arabes, les Roms, les migrants, les musulmans, les jeunes et toutes celles et ceux qui protestent et résistent, nous, familles des victimes violées, mutilées et blessées, nous, migrants chassés, torturés, traumatisés, harcelés, nous,
Immigrés, humiliés au quotidien par les forces de l'ordre et par les responsabilités de l'État, nous appelons tous à appeler à la mobilisation générale contre l'impunité, pour la mémoire des défunts, contre toutes les discriminations, pour une société construite sur la justice, la vérité et la dignité de toutes, pour que soit reconnue l'ampleur des discriminations exercées dans tous les domaines sur la base de l'origine et de la couleur, santé, emploi, logement, éducation, pour lutter contre le ciblage de la jeunesse et les quartiers populaires dans les médias et la discrimination au faciès par la police, la justice et le système carcéral. Pour mettre fin à la politique d'un État colonial qui fait la guerre, qui refuse d'assumer son histoire et le droit des peuples à l'autodétermination, qui gomme dans l'enseignement les résistances au colonialisme, les apports culturels et techniques des peuples non européens et de leurs descendants, et qui soutient sans faille les dictatures et bourreaux du monde, pour peu qu'ils soient de bons clients des industries françaises. Pour combattre le harcèlement raciste et la répression du pouvoir, l'acharnement politique visant à déshumaniser, écraser les migrants économiques et politiques qui arrivent dans notre pays. Par cette marche des solidarités, ils appellent à construire un front antiraciste qui puisse, au-delà de cette manifestation, résister aux politiques sécuritaires et identitaires et construire des réponses politiques et économiques. Non à l'impunité de la police. Donc ils demandent des enquêtes sur les crimes policiers par des instances civiles et indépendantes, de véritables sanctions contre les bourreaux en uniforme, la fin de la complicité entre police et justice, fin de la fabrique du non-lieu, le désarmement de la police et la démilitarisation du maintien de l'ordre, l'interdiction des techniques policières d'immobilisation mortelle, l'abrogation de la loi de sécurité publique qui permet aux policiers d'utiliser leurs pistolets sans justifier leurs tirs, la fin des contrôles au faciès du harcèlement policier, grâce notamment à des amendes, avec des amendes justement et des PV abusifs, et ils disent non à l'état d'urgence et aux lois d'exception, Christophe. Donc nous avons marché ce samedi avec ces différents collectifs de lutte contre les violences policières, pour les migrants, pour un meilleur accueil des migrants au sein de notre République. Également, on a marché pour lutter contre la chasse au sans-papier. Donc selon la préfecture, on aurait eu 2000 manifestants. Selon les organisateurs, 10 000. Donc on a un chiffre qui, je pense, tranche bien entre ces deux chiffres, soit trop bas, soit trop haut, qui est de 6 000. Et je pense qu'on était vraiment pas loin de cela. Donc une marche qui a commencé à l'Opéra, qui s'est finie à Stalingrad, donc qui a duré 2h30, extrêmement bien organisée, je trouve. On a eu, nous, la chance, justement, Christophe, grâce à toi et puis grâce à l'intervention aussi de Damien Charles, que je salue, de pouvoir interviewer Assa Traoré. Donc peut-être juste, Christophe, nous dire ton sentiment à toi, tout simplement. Bah écoute, un sentiment où effectivement il fallait être là, un sentiment de soutien, un sentiment d'exaspération aussi, au travers des témoignages qu'on a pu écouter en fin de manifestation, où des familles de victimes racontaient un petit peu leur histoire. Et celle qui m'a vraiment sensibilisé, c'est Assa Traoré, qui a effectivement raconté du début à la fin, parce que la fin elle n'est pas tout à fait là, puisque elle a encore 3 frères qui sont en prison, donc elle parle d'un véritable acharnement contre cette famille Traoré du côté de Beaumont-sur-Oise, et ayant aussi la chance d'avoir dans l'équipe Youssef Barakni, qui fait partie du comité Adama. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre. Assa Traoré qui m'a promis en tout cas de venir ici dans les studios pour raconter aux auditrices et aux auditeurs cet acharnement qu'elle subit, que cette famille subit depuis effectivement que Adama Traoré a été... On a un rebondissement d'ailleurs. Oui, absolument, puisqu'il y a une demande de reconstitution qui a été demandée de la part de son avocat, de l'avocat du comité Adama Traoré. C'est Yassine Bouzrou qui, samedi, jour de la manifestation, a demandé à ce qu'il y ait une reconstitution d'organiser de fait. Donc on verra en tout cas la suite à donner de cette affaire. Je rappelle quand même que dans cette famille, imaginons quand même un instant la maman, donc qui a un fils mort, qui s'est fait visiblement tuer par les gendarmes, et 3 autres fils qui sont aujourd'hui en prison pour des chefs d'inculpation qui sont tout assez différents, et dont un d'ailleurs à qui on reproche d'avoir tout simplement mis le pied devant la porte de la gendarmerie pour tenter de rentrer, j'allais dire, par force, pour demander des explications concernant la mort de leur frère. Et vous voyez que même
la psychologie va très loin. C'est que un des frères a été enfermé dans la cellule où est décédé donc Adama Traoré. Donc voilà, c'est la persécution psychologique que subit cette famille, et donc on ne pouvait pas, c'est vrai, rester au chaud samedi, quelle que soit la météo, on se devait d'être là, et voilà, c'est important. Des manifestations, j'en ai fait pas mal dans ma vie, mais je dois dire que sous la neige c'était la première, mais au moins elle laissera des traces, et on s'en souviendra de ce 17 mars qui, j'espère, sera un jour qui l'année prochaine offrira de plus en plus de personnes, et on espère l'année prochaine par exemple doubler le nombre de marcheurs dans les rues pour dénoncer, parce que voilà, on a encore ce droit, donc tâchons de le faire valoir. Voilà pour ce qui est de la réaction de cette manifestation. Et on a rencontré aussi de belles personnes, donc c'était vraiment très bien. Une belle après-midi, ma chère Anan. Oui, tout à fait. Donc alors, dans un instant, ne bougez pas messieurs dames, on va ouvrir peut-être pas un sujet tabou, mais quoique, on va aller au Maroc pour parler de cette 30 000 enfants, alors selon les chiffres, parce que sur Facebook on m'a dit ouais non c'est pas 30 000 c'est 50 000, bon en tout cas entre 30 000 et 50 000 enfants qui naissent hors mariage au Maroc, des enfants qui se retrouvent dans des situations dramatiques, des mamans qui n'assument pas toujours, des papas pardon, alors c'est encore pire, parce qu'on sait le poids des traditions, évidemment, on peut parler du Maroc, mais c'est évidemment le cas dans quelques pays, notamment au Maghreb, d'avoir un enfant hors mariage, c'est mal vu, et ça peut évidemment occasionner quelques problématiques au sein de la famille. On en reparle dans un instant sur France Maghreb 2, restez avec nous, et on aura également notre deuxième invité, restez bien avec nous, c'est le Grand Forum, jusque 18h sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, le LGF, le Grand Forum, votre rendez-vous quotidien 16h-18h sur France Maghreb 2. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs à nous écouter, je vous en remercie. Merci de votre fidélité et chaque jour, évidemment, de nous rejoindre. Vous avez compris que dans cette émission, on n'a pas la langue de bois, on reçoit beaucoup d'invités et on traite des sujets que l'on n'entend pas, que l'on traite pas évidemment ailleurs, ou alors si on le fait de manière différente, et y compris les sujets tabous qui va nous emmener d'ailleurs dans un instant au Maroc avec Anan Zawani qui est avec nous aujourd'hui. Juste avant aussi de parler d'un concours que le Grand Forum souhaite lancer, je vois même d'ailleurs en parler tout de suite avant de recevoir notre deuxième invité Anan, c'est la recherche du nouveau talent. Exactement. Les talents au sein de la jeunesse, parce qu'il y en a, parce que je suis sûr que vous avez forcément des ados autour de vous, peut-être vos enfants, vos neveux, vos nièces, et qui vous surprennent, comme c'est le cas en ce qui me concerne, Anan pour ce qui est de mon fils, je suppose également pour le tien. Exactement, qui a 15 ans. Qui a, ils ont le même âge, voilà, donc 15 ans. Et qui nous surprennent parfois par leur implication, par l'intérêt qu'ils portent à certains sujets d'actualité. Du coup, on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer et profiter, j'allais dire, des vacances scolaires qui vont approcher pour entamer peut-être ce qui sera la première, mais certainement pas la dernière, d'un concours qu'on souhaite lancer. Et ainsi, on va vous proposer, vous qui êtes âgés entre 15 et 19 ans, de pouvoir être le chroniqueur d'un jour, à la recherche de notre futur talent, parrainé par nos chroniqueurs aguerris. Pour cette opération, il y en a 5. Nasser Lajili, vous commencez d'ailleurs par la femme, d'ailleurs, pourquoi on commence pas par la femme? Anan Zawani, Youssef Brakni, Damien Charles, Enver Dos Santos et Nasser Lajili. Donc ils seront les parrains et la marraine en fait de 5 jeunes qu'on va sélectionner. Oui. Donc 5 jeunes qui ont entre 15 ans et 19 ans. Donc le principe est très simple, Christophe. Donc à vous jeunes ou à vous parents qui nous entendez, motivez vos enfants à nous envoyer une vidéo de 1 minute où ils se présentent, leur nom, leur prénom, leur âge et la ville où ils habitent, et nous expliquer en fait sur quel sujet d'actualité, que ce soit en France, au Maghreb ou dans le monde, ils veulent réagir et ce qui les pousse à réagir. Donc effectivement, avoir la chance de rejoindre l'équipe France Maghreb 2 du LGF lors des vacances scolaires, donc la deuxième semaine des vacances scolaires de la zone Paris, tout simplement. Absolument. Oui, ça se passera donc du 23 au 27 avril prochain, donc pendant une semaine, 5
jeunes chroniqueurs qui auront, j'allais dire, les mêmes devoirs que nos chroniqueurs aguerris, donc à savoir de nous préparer un avis tranché de 2 minutes maximum et d'un coup de cœur évidemment, puis de participer, de réagir au sujet comme on le fait d'ailleurs de manière quotidienne. Alors c'est très simple, vous envoyez votre vidéo, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler très longuement, une vidéo d'1 minute que vous pouvez envoyer soit par mail à Christophe@gmail.com ou en message privé sur la page Facebook de l'émission Christophe Le Grand Forum, ou sur Twitter aussi LGF officiel. Vous avez jusqu'au 11 avril je crois, oui, pour nous envoyer vos vidéos, et on sélectionnera donc 5 d'entre vous et vous serez parrainés donc par Anan Zawani, Enver de Santos, Youssef Brakni, Nasser Lajili ou Damien Charles pour cette semaine spéciale. Bon, eh bien écoutez, peut-être qu'on va trouver notre futur talent, femme, enfin jeune femme ou jeune homme, pour qu'il puisse venir nous accompagner durant les vacances scolaires. C'est aussi ça le Grand Forum, parce que le Grand Forum, tout comme d'ailleurs France Maghreb 2, c'est la radio de la famille, du plus jeune au plus ancien. On fera peut-être d'ailleurs un concours du 3e âge, un de ces 4, je sais pas, pourquoi pas. Ça peut être bien, hein. Pourquoi pas. Bon, avant de partir au Maroc, je vous rappelle quand même la question aussi du jour, s'exprimant pour la première fois sur l'affaire, l'avocat Tarek Ramadan a demandé à la presse d'arrêter de colporter de fausses informations et de demander le respect de la présomption d'innocence. A-t-il eu raison, selon vous, cet avocat, de rappeler à l'ordre les médias dans cette affaire? On le sait, la présomption d'innocence n'a absolument pas été respectée, quoi qu'on pense de cette affaire et de ce personnage. Voilà, donc la question, écoutez, pour l'instant vous êtes en nette majorité à penser que oui, il a bien fait, cet avocat. C'était vendredi sur France 5. Vous continuez à voter et à répondre à cette question sur France Maghreb 2, sur Facebook et sur Twitter, LGF officiel. Ma chère Anan, je te propose de nous présenter le deuxième invité du LGF aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc à nos côtés, arrivé à l'heure, donc Morad ça a le mérite d'être signalé, c'est vrai. Voilà, ça fait plaisir. Donc Morad Agribi, donc qui habite à Bobigny et qui est le président du comité en mouvement. Collectif, Anan. Du collectif en mouvement. Donc je te laisse en parler, Morad. Te présenter puis en parler. Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous vos auditeurs. Donc moi je me présente. Je m'appelle Morad Agrebi. Je suis balbinien et plus précisément originaire donc du quartier de l'Abreuvoir sur Bobigny. Juste un petit rappel historique pour comprendre pour que vos auditeurs comprennent de ce qu'on parle. Alors en fait la cité de l'Abreuvoir a été conçue par l'architecte donc Émile Ayot. Elle a été construite dans les années 1950 et aujourd'hui, avec sa forme originale et son mail, qui lui vaut également l'appellation de cité-jardin, elle a été labellisée patrimoine du XXe siècle en 2008. Donc cet élément est important et à prendre en compte pour la future rénovation urbaine qui va toucher notre quartier à partir de 2020. 60 ans plus tard, le quartier fait partie donc des quartiers prioritaires villes. Il faut savoir que le quartier de l'Abreuvoir compte 6300 habitants dans le périmètre QPV. Donc QPV, c'est quartier prioritaire ville, dont 3500 habitants sur la cité de l'Abreuvoir. Mais aujourd'hui, les espaces extérieurs souffrent de dysfonctionnements multiples et nécessitent une requalification ambitieuse afin d'y améliorer les conditions d'habitat et la qualité de vie pour ses habitants. Ainsi, après 14 ans, et j'ai envie de dire enfin, après avoir vu passer successivement depuis 2004 sous l'impulsion de monsieur Jean-Louis Borloo, les différents plans de dispositifs de la politique de la ville, donc les plans en rue et en rue 1, par arrêté du 29 avril 2015, le quartier de l'Abreuvoir fait partie des 216 quartiers d'intérêt national retenus dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Donc toi, Morad, justement, alors pourquoi avoir créé ce collectif? Quelle est ton action aujourd'hui? On t'a vu sur plusieurs vidéos intervenir à la mairie de Bobigny. T'es un militant local vraiment bien investi au sein de Bobigny pour la défense de ton quartier. Quel est ton objectif? Qui travaille avec toi? Quelles sont vos actions? Alors tout d'abord, il faut savoir que pourquoi on a créé le collectif en mouvement. Alors une petite anecdote, il faut savoir que la loi oblige, dans le cadre de nouveaux programmes de rénovation urbaine sur notre territoire, de consulter les habitants.
Ça, c'est la loi qui le dit, et donc elle oblige aux différentes institutions de récolter l'avis et les propositions des habitants dans le cadre de une future rénovation urbaine. Alors pour nous, le top départ de la rénovation urbaine a été lancé au mois de mai 2017. Donc ça va faire 1 an. Et donc il y a eu une première grande réunion publique, et ce jour-là, à la salle Mac Jacob, sur le quartier de l'Abreuvoir, plus de 150 habitants sont venus assister à la première réunion publique concernant la future rénovation. Et à la fin de cette réunion, en discutant avec les habitants, il y a eu véritablement un sentiment d'abandon, de non-compréhension, non-compréhension du rétroplanning qui a été présenté. Et nous, des habitants du quartier de l'Abreuvoir, avons véritablement décidé de créer un collectif citoyen qui s'appelle le collectif En Mouvement, afin d'avoir une véritable action de suivi sur la future rénovation urbaine qui va toucher notre quartier à partir de 2020. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette rénovation urbaine est attendue depuis très très longtemps au sein de notre quartier. Une anecdote, moi j'ai reçu il y a quelques mois, de la part d'un ami balbinien, un article du canard de notre ville qui s'appelle le Bonjour Bobigny, et dès 2010, juin 2010, il y est paru à l'intérieur un article, et là disant, je cite, l'Abreuvoir, la rénovation urbaine arrive. 8 ans plus tard, des études ont été lancées, stoppées, et la rénovation urbaine n'a toujours pas avancé. Ça, c'est le premier point. Et on peut dire également que depuis 8 ans, mais pas seulement, les difficultés se sont véritablement accentuées au sein de notre quartier. Quelques chiffres, par exemple, dans une étude du projet urbain réalisée dans le cadre du projet urbain donc sur notre quartier, aujourd'hui, nous avons des indicateurs socio-économiques en décrochage avec la moyenne intercommunale. Un exemple, en 2010, chez nous, le revenu fiscal médian sur l'Abreuvoir était de 8 358 €, contre 11 626 € pour la ville. Alors, on est déjà dans une ville qui concentre pas mal de difficultés, parce que 11 626 €, lorsque vous divisez par 12, ça fait pas beaucoup, mais on constate également que notre quartier est encore plus paupérisé que le reste de la commune. Mais si on veut passer encore plus loin le ratio, parce que j'ai également le chiffre sur le territoire, donc Est Ensemble, on s'aperçoit qu'on a pratiquement un revenu fiscal médian 2 fois plus faible que celui de Est Ensemble, qui est aussi aux alentours de 14 500 €. Un autre chiffre, qui est également important à prendre en compte, on a un taux de chômage qui est très élevé, 33%, soit un taux de non-emploi très fort, supérieur à 50%. Un autre élément, on a un taux de sans diplôme qui est 39% sur le quartier, et on a un taux de famille monoparentale qui est également plus élevé que la moyenne communale. Alors juste Morad, voilà pour effectivement c'est des chiffres qui donnent le vertige. Bobigny, on est d'accord, c'est une ville du 93 qui est particulièrement touchée. On a vu Christophe, je sais pas si tu les as vus passer, là 2 articles de Street Press qui sont sortis où justement on vient accuser effectivement la mairie de Drancy de pas mal de dysfonctionnements. Donc toi, ta position justement par rapport à cette gestion de la ville, qu'est-ce qui se passe au niveau des mairies aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à ce point-là? Et quelle est toi ta position par rapport à cette mairie UDI, donc qui est dirigée par Stéphane De Paoli, si je me trompe pas, et où on a, là tu parlais d'un salaire médian annuel à 8 000 € contre 11 000 € en moyenne sur Bobigny, et par contre on a des élus qui plafonnent à des salaires à 3 000 € net, voire 5 000 € net, en se mettant complètement hors de la loi, parce que effectivement ils ont ni le diplôme, ni l'expérience, et encore moins l'ancienneté qui est requise pour atteindre ce niveau de salaire. Donc qu'est-ce qui se passe, Morad? Alors je vais être très factuel et sans langue de bois, Anan. Ça tombe bien, c'est le principe de la maison. Alors, ce que tu viens de décrire, c'est encore c'est un rapport provisoire qui a été émis par la chambre régionale des comptes.
moi, j'attends véritablement pour me positionner l'avis définitif et le rapport définitif donc de ce rapport qui devrait être publié au mois d'avril. Ils ont jusqu'au mois de juin 2018 pour corriger le tir, mais n'étant pas dans les affaires municipales, je pourrais pas me positionner clairement. Mais après, ce que j'en ai lu, effectivement, ça peut paraître choquant pour une population qui, comme tu l'as dit, qui ne touche pas Alors, ce niveau de salaire. Alors, je confirme, c'est choquant. Ce que je te donne comme chiffre des salaires qui avoisinent les 3 000 euros net et 5 000 euros net, on peut se positionner dessus tout de suite parce que c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Donc voilà, je prends en compte que effectivement pour l'instant tu veuilles pas t'exprimer dessus. Non, c'est pas Alors moi je le fais, voilà, moi je le fais de manière claire et totalement intentionnelle et assumée. Donc il se trouve comme tu le sais que j'étais candidate aux élections législatives sur Bobigny, Drancy, Le Bourget, et que effectivement en tant que candidate et militante associative et politique, je trouve totalement indécent la gestion de cette ville. Cette politique du clientélisme, on peut le dire, ça a été avéré. On a eu un reportage dessus qui est passé sur France 2. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin de se cacher derrière un rapport partiel. C'est une réalité. Juste question du coup, cher Morad, j'ai appris il y a quelques jours, à ma grande surprise entre guillemets, que tu te rapprochais justement du parti La République En Marche, oui, et que tu rejoins justement le comité La République En Marche, qui aujourd'hui est constitué entre autres de Habib, si tu peux m'aider sur son nom de famille. Habib Babin Danama. Voilà, donc qui comme toi est un habitant de Bobigny, qui est engagé. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui en fait vous vous engagez politiquement, et pourquoi avoir choisi La République En Marche? Vous en attendez un miracle d'un point de vue politique local? Alors, tout d'abord, moi je question tranchée. Bien sûr. Oui. Moi je pourrais m'exprimer comme mon nom propre. Habib le fera. Moi je pense sincèrement qu'aujourd'hui, donc déjà en toute transparence, j'ai voté donc pour le premier et second tour, j'ai voté Emmanuel Macron. Donc j'ai aucune difficulté à le dire. Je suis en accord idéologique avec son programme. Et je pense également que La République En Marche, ultra-libéral, faut le dire. Ça, c'est votre avis. Après, on peut en débattre. Lorsqu'il fait une réforme sur l'éducation en dédoublant les classes en REP, je ne pense pas que ça soit une politique libérale. Lorsque madame... C'est pas encore tout à fait efficace, vous me l'accorderez quand même. Il faut le temps. Il faut le temps. En France... On a le droit à une réforme par semaine en ce moment. Est-ce qu'avec ça, est-ce qu'à ce rythme-là, on va y arriver finalement? Mais c'est ce qu'il faut. Ouais. C'est ce qu'il faut. On a attendu, pendant 40 ans, on était dans une période d'immobilisme. Lorsqu'on a un président de la République qui veut faire bouger les lignes et qui chaque semaine, comme tu viens de le dire Christophe, engage des réformes pour faire évoluer le pays, on le critique et on demande de l'immobilisme. Oui, mais moi, là où ça me pose problème, entre guillemets, tu es un militant, tu es quelqu'un d'impliqué au niveau de la politique locale. Comment peut-on être militant et en même temps soutenir la politique d'Emmanuel Macron, celle qui est en ce moment aux manettes, quoi? Parce que il y a des réformes, comme je vous l'ai dit, donc il y a le dédoublement sur l'éducation, il y a le dédoublement des REP plus qui nous concerne en Seine-Saint-Denis, qui pour moi est une bonne chose, mais je peux aller même un peu plus loin. Il y a également le projet de développement de la réforme sur l'apprentissage qui pourrait être qui pourrait nous impacter dans des quartiers où le non-emploi est fort et orienter des personnes qui ne sont pas forcément faites pour l'école à leur trouver un débouché. Il y a également une réforme que j'adhère totalement, qui concerne mon territoire, qui est la réforme territoriale, avec la suppression des 3 départements, donc la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Alors on nous parle souvent dans des reportages ou des inégalités territoriales. En gommant cela, ça peut être également une chose. Et puis faire partie de la Seine-Saint-Denis, mais faire partie du métropole, du territoire du Grand Paris. Et le projet immigration de Gérard Collomb, il ne gêne pas? C'est-à-dire le futur projet qui est dénoncé de manière assez dure d'ailleurs par les collectifs, par les associations, qui se veut être un projet limite un peu raciste envers les migrants, ça te gêne pas?
Raciste, je pense que tu vas un peu fort. Après, il faut... Après, Mourad, moi je suis... Ça, c'est votre positionnement. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas le mien. Après, c'est le positionnement quand même des militants qui sont sur place sur le terrain. Il se trouve que je suis une de ces militantes et une de ces présidentes d'associations justement qui œuvrent en faveur des réfugiés, des SDF. Aujourd'hui, il y a quand même une politique, Mourad, qui est extrêmement difficile par rapport aux migrants, avec des violences policières, avec des abus, des tentes déchirées. On a eu un mort dernièrement la semaine dernière. Retirées. Que je condamne. Voilà, que je condamne. Qui est mort. Toute violence est condamnable. Donc cette sécurité de cette politique de Gérard Collomb, ça me semble quand même assez difficile de la soutenir quand même. Bah c'est vrai qu'on peut pas être d'accord sur tout, hein, mais voilà. Sur le reste, moi, j'entends très bien, effectivement, les doublements des classes, etc. Effectivement, c'est des bonnes choses, je suis d'accord. Mais particulièrement sur cette politique de sécurité intérieure, qui est extrêmement difficile avec le sort des migrants, notamment. Après, je sais pas, peut-être que tu es pas un humaniste et que finalement, tu penses que il y a trop de migrants économiques, puis que il faut que tout le monde parte et puis qu'on se replie sur nous-mêmes. À vrai dire, n'étant pas un spécialiste. Et puis il y en a beaucoup en plus sur le département du 93. Hein. C'est quand même un département qui héberge pas mal de Syriens, notamment au niveau des hôtels sociaux, de gens qui viennent d'Érythrée. Voilà, il y a... Alors, sur la partie, donc sur la question que tu viens de me poser, Anan, concernant les réfugiés, moi je suis en totale adéquation avec le fait que leur demande, lorsqu'ils font une demande d'asile en France, doit aller beaucoup plus vite. Oui. Donc de réformer cette institution pour que la demande soit actée rapidement. Ils ont une réponse, c'est soit oui, soit non. La France est un pays est un pays d'accueil. On accueille, c'est un pays d'accueil. On y est depuis toujours. Après, n'étant pas un spécialiste de la question des réfugiés, on pourrait pas avoir d'avis tranché. Voilà, moi sur les Mourad, je t'accueille avec grand plaisir et je te soutiens totalement sur ton combat militant, même politique. J'ai aucun souci avec ça, mais il y a quand même quelque chose qui revient beaucoup parmi les personnes qui soutiennent la République en marche, que ce soit des membres, des militants ou des partisans. Il y a quand même une difficulté à faire de l'auto-critique. Alors je veux dire, moi je fais partie d'un parti politique aussi. Il se trouve que s'il y a des choses qui conviennent pas, il faut aussi avoir cette capacité de le dire. On a une députée que je trouve géniale pour ça, qui s'appelle Sonia Crimi, la fameuse. Donc voilà, qui elle a pas hésité à monter au créneau sur les questions qui la dérangent. Donc aujourd'hui, être militant, elle te tend une perche là, Nana. Voilà, militant et partisan de la République en marche, c'est une conviction personnelle. Bravo Mourad. J'assume entièrement. Mais voilà, j'espère en tout cas que sur le combat que vous allez mener à Bobigny avec Habib et puis avec tes autres camarades politiques entre guillemets. Camarades, ça fait plus France Insoumise. Oui, voilà, alors tes autres collègues, politiques entre guillemets. J'espère en tout cas que vous aurez la force de dénoncer ce qui ne va pas. Voilà. On le dénonce. Moi, clairement, pour en revenir sur Bobigny, lorsque tu parles, donc je te répondais sur la CRC. Après, tu as fait une confusion avec le reportage donc qui est passé sur Pièce à conviction. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai même dit à des maires adjoints donc qui sont en place actuellement. Je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans ce bureau où une élue de la République a été véritablement séquestrée et a eu des menaces de mort. D'ailleurs, il faut le dire, le premier adjoint a été condamné. Donc c'est pas moi qui le dis, même la justice. Il est condamné et malheureusement il siège toujours à la mairie. Donc ça fait partie des privilèges, ça. Voilà, quelle condamnation. Mourad, en tout cas, bravo pour merci beaucoup, Mourad. Ce combat. Le collectif s'appelle Le collectif en mouvement. Donc sur Bobigny. Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook donc qui s'appelle le collectif en mouvement sur Bobigny. D'ailleurs, je profite
de votre tribune médiatique pour appeler tous les Balbiniens, les Balbiniennes, tous les habitants donc du quartier de l'Abreuvoir à venir nous rejoindre. C'est véritablement un mouvement qui est apolitique. Il y a différentes sensibilités à l'intérieur du mouvement. On a des personnes qui ont une sensibilité plutôt UDI actuellement. Il y a des personnes qui sont avec l'opposition. Il y a des personnes qui sont en marche. Donc tout le monde est le bienvenu. On n'a qu'un but, c'est véritablement d'assurer une bonne rénovation pour les habitants de nos quartiers, tout en préservant le futur de nos habitants. Merci Morad Agrébi en tout cas d'être venu nous voir ici pour nous présenter le collectif donc du côté de Bobigny. Je voulais qu'on parle rapidement et avoir ton avis ma chère Hanan sur le Maroc avec ce chiffre incroyable de ces 30 à 50 000 enfants qui naissent hors mariage et qui posent visiblement des problèmes. Au Maroc, chaque année, près de 30 000 enfants naissent hors mariage. Ils sont souvent rejetés par la société ainsi que par leur mère. L'association 100% Maman aide ces femmes marginalisées. À l'annonce de sa grossesse, le compagnon de Meriem, 22 ans, a pris la fuite. Avec une trentaine d'autres mamans, Meriem suit une formation professionnelle. Objectif, garantir son autonomie financière. L'association milite pour recourir au test ADN afin d'établir la paternité des enfants nés hors mariage. C'est une preuve biologique qui actuellement n'est pas une preuve juridique, mais on demande qu'il le soit, d'abord systématique et aussi gratuite. Le but, changer la loi pour imposer une pension alimentaire aux pères biologiques et assurer un avenir plus clément à ses enfants. La problématique est importante parce que effectivement, vous l'avez compris, la loi marocaine donc ne permet pas aujourd'hui, en tout cas, de faire reconnaître la paternité pour ces enfants nés hors mariage. Donc, en l'occurrence, ces hommes peuvent faire des enfants à tire-larigot, avoir des relations, j'allais dire, hors mariage avec ces femmes qui se retrouvent ensuite non seulement confrontées au poids des traditions de la famille, etc., et de deux qui se retrouvent donc avec un enfant dans les bras, j'ai envie de dire, avec toutes les complexités, et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Au sein de cette société marocaine, Hanan. Bah écoute, j'ai envie de te dire, je vais essayer de peser mes mots parce que sinon, au Libertad, on sait ce qui va se passer. Le Maroc, je trouve qu'il a quand même un petit peu de mal à se défaire de cette hypocrisie qui l'habite depuis des décennies concernant justement les femmes. Donc il faut savoir, comme tu le disais, qu'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage est proscrit et passible d'une peine de prison. Donc c'est une législation qui contribue à mettre à l'écart et à stigmatiser justement ces femmes célibataires qui sont le plus souvent abandonnées par les pères des enfants et traitées en pestiférés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur 10 personnes, en fait 10 femmes qui annoncent à ces hommes avec qui elles ont eu des relations sexuelles qu'elles sont enceintes, il y en a 7 à 8 qui refusent de reconnaître leurs responsabilités. Oui. Ce qui amène aujourd'hui à ce qui est c'est une des conséquences du fait que les avortements soient interdits par la loi marocaine. Et on a en tout cas selon un rapport de l'Institut national de solidarité avec les femmes, on a plus de 800 avortements clandestins qui seraient pratiqués tous les jours au Maroc. Et ce qui m'a interpellée il y a pratiquement un an, on a eu une femme effectivement qui a porté plainte auprès de la justice pour faire pour faire une reconnaissance en paternité pour un enfant né hors mariage. Donc au premier jugement, ça a été accordé. Donc le monsieur a eu même des amendes, a été condamné à verser à la mère une indemnité de 100 000 dirhams, donc ce qui équivaut à peu près à 9 000 euros. Et boum, quelques mois plus tard, donc rétro-pédalage, et on revient sur ce jugement qui aurait pu être justement un jugement qui permette une vraie reconnaissance sur le long terme. Donc il faut vraiment que la justice se pose sur ce sujet. Et en tout cas, il y a une commission ministérielle qui a été mandatée il y a quelques mois pour justement étudier cette question. On en reparle dans un instant avec vos réactions dans le cadre de Libertad à suivre. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous pour les quelques dernières minutes avec Hanan Zawani qui est avec nous, et nous allons lancer, si vous le voulez bien ma chère Hanan, ensemble le fameux
Libertad. Tu me vois maintenant, Christophe. Ouais, ça dépend, voilà, je sais pas, on est en fin d'émission, je te vous vois, voilà. Libertad, c'est quoi? Eh bien, pour expliquer à Mourad, qui est resté avec nous, hein, Mourad Agrebi, Libertad, c'est un moment durant lequel les auditeurs nous appellent. Je ne sais pas qui ils sont ni ce qu'ils vont nous dire. C'est en totale liberté. Je prends les appels sans filtrage. Ils nous appellent au 01 40 33 9000 et ensuite on découvre un petit peu ce que ça peut donner la liberté, mon cher Mourad. Eh oui, même dans les conseils municipaux, des fois ça peut avoir du bon. Exactement. Et là pour le coup, c'est à la radio et au grand public qui s'exprime, parce que la voix du peuple est importante. Allô, bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir Christophe, Kamel à l'appareil. Pour faire très vite, je te remercie de me donner... Bonsoir Kamel. Bonsoir Kamel. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je voudrais saluer aujourd'hui, en ce 19 mars, tout le peuple algérien. Absolument. C'est une date importante, c'est une date qui nous réaffirme le besoin de ne pas s'égarer, d'être ensemble, d'être unis, de ne jamais oublier le combat de nos parents, de ceux qui se sont mobilisés, qui ont lutté, et ils nous donnent exemple, ces gens, du combat que nous devons nécessairement mener, nous aussi, pour ne plus être discriminés, mis à l'amende, être marginalisés. Je crois que c'est important d'enseigner à l'ensemble des jeunes générations ce qu'ont su faire ces résistants de cette première heure, de ceux qui se sont élevés contre la barbarie, et de ce peuple qui a toujours fait en sorte d'être auprès des opprimés et des peuples qui voulaient se libérer. C'est une page de l'histoire qui est non dite car non assumée. C'est important en ce jour de 19 mars d'en parler. Merci à vous tous et spéciale dédicace à Hichem qui est l'un de ceux qui a su rappeler aux uns et aux autres que nous avions ce devoir de mémoire au travers de la radio. C'est qui Hichem? Merci à vous tous. C'est qui Hichem? Hichem, c'est un Algérien, un fervent défenseur de la cause algérienne que j'apprécie énormément. Des gens lambda, qu'on entend, des anonymes, mais qui sont présents dans nos cœurs. Très bien Kamel, merci beaucoup. Évidemment, tu faisais référence au 19 mars 1962 qui correspond à la signature des accords d'Évian et au cessez-le-feu évidemment en Algérie. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, qui est là? Allô? Ok, 01 40, voilà, on a aussi les imbéciles qui nous appellent, mon cher Mourad. Voilà. 01 40 33 9000, il doit être dans sa voiture, il doit rien à faire et je pense voilà. En tout cas, c'est un auditeur fidèle et puis on le salue, mais ce serait bien qu'on entende sa voix un jour. Ouais, il faut le démasquer. Voilà. Allô, bonsoir, qui est là? Bon, très bien, ça a raccroché. 01 40 33 9000 pour Libertad, les quelques minutes qui nous restent sur France Maghreb 2, évidemment, c'est votre espace de liberté plus que jamais. France Maghreb 2, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. C'est Sonia du 93. Bonsoir Sonia, qu'est-ce qui se passe Sonia? Non, en fait, je voulais parler tout à l'heure par rapport à Tarek Ramadan, mais bon, du coup, on est passé sur autre chose, mais c'est pas grave, au moins, tu peux donner, c'est Libertad, Sonia, vas-y, exprime-toi, y a pas de problème. En fait, je voulais juste dire, après, c'est le cas de Tarek Ramadan, mais bon, ça reste un homme, et comme tous les hommes, malheureusement, il se fait tenter par la femme, et voilà, la première tentation de l'homme sur Terre, c'est la femme, et les hommes qui sont connus, bon, c'est encore plus grave pour eux que pour les autres, parce qu'ils peuvent être reconnus. Ouais, mais on a des cerveaux aussi, les hommes, hein, Sonia, excuse-moi, mais qu'on soit Tarek Ramadan ou un homme en général, on n'est pas obligé de céder à toutes les pressions qu'on peut avoir, et Dieu sait qu'on en a eu tous. Je veux dire, il faut arrêter de croire qu'on n'a pas de cerveau, quoi. On est capable de réfléchir avec autre chose c'est pas ce que je veux dire, Christophe. C'est pas du tout ce que, pardon. Alors je me suis mal exprimé. En tout cas, non, mais ce sur quoi je voulais rebondir, c'était juste que, en fait, faut faire attention parce qu'en fait, je m'adresse à tous les couples qui sont mariés ou qui sont en train de divorcer ou des choses comme ça. Faites attention parce que on est que de passage sur cette terre et on va rendre des comptes sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dévoile, sur tout ça et dévoiler sa vie privée en pagaille, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la famille, que ce soit au voisinage ou à qui que ce soit d'autre, encore pire aux médias. Voilà, on va en rendre des comptes et il faut faire très attention à ça. Merci Sonia pour ton appel. On a bien compris. Merci beaucoup. Bonne soirée. 01 40 33 9000. Moi c'est peut-être mal exprimé. Moi, ça me gêne un petit peu qu'on réduise l'homme à qu'il puisse comme ça c'est comme si on tomber à croire que les femmes provoquent et puis que les hommes tombent dedans comme ça. Mais arrêtez, on a des cerveaux, on réfléchit pas qu'avec ce qu'on a. Bon, allez, je vais me taire parce que c'est mieux. Allô, France Maghreb 2, bonsoir. Pour le dernier ou la dernière? Miaou. C'est bon?
Il y a Beurre FM qui recherche des auditeurs. Vas-y mon pote. 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir, le dernier ou la dernière. Allô. Ok, alors ça appelle beaucoup évidemment pour nous appeler 01 40 33 9000. Non, je salue nos amis de Beurre FM évidemment, hein, je plaisante hein. Bien sûr. Bon, et ben on va s'arrêter là pour ce soir. C'est tout ? Oui. Ah bah on nous a pas appelé pour le Maroc. Non, bah ça va. Bah, attends, ça va. allez, on en prend un dernier puisque tu le jamais. cherches. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis, c'est le docteur. Bonsoir docteur. Bonsoir docteur. Ça va la santé tout le monde avec Oui. le froid. C'était pour remercier le 15 mars votre émission sur la Syrie et j'ajoute juste, il y a un deal qui est en train de se passer entre les Turcs et les Russes. Les Turcs ont permis au régime de récupérer Ghouta Sharqiya et actuellement à Afrin, il y a 300 000 qui sont en train de quitter 250 000 et les Turcs ils font l'impossible là-bas dans le nord. Voilà ce que j'ai à dire. Merci docteur. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup Anan. Merci à toi Christophe, merci Morad, merci à Youssef Zouini effectivement qui est venu nous présenter son livre 7080 secondes. Donc je vous encourage chers auditeurs à vous le procurer et à vous tenir informés de cette histoire de comment est-ce qu'on dit ça déjà d'erreur judiciaire. Une énorme erreur judiciaire. Erreur judiciaire. Absolument. Oui. 7080 secondes, c'est le titre du livre. Donc, nos voilà. salutations aussi à Wadi Dada qui a pas pu être là parmi nous, mais on espère encore et toujours qu'il viendra nous rendre visite lors de son prochain passage à Paris. Ça marche, merci beaucoup à tous. C'est rendez-vous demain avec demain Nasser Lagili et Osinras qui seront avec nous. Alors la semaine prochaine, Christophe, oui. Invité politique, j'accueille Nizar Bourchada, donc qui est président du parti français musulman. Très bien. Et surtout, il va être très bien accompagné de Fatima Kemilat. Très bien. Donc politologue. D'ailleurs Fatima, si tu m'écoutes, réponds-moi. Merci beaucoup, bonne soirée à l'écoute de France Maghreb 2, il est 18h, 2 minutes sur France Maghreb 2. Bonne soirée, à demain évidemment pour le LGF. Voici le rappel de l'actualité, Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. L'affaire Lelandais et ses connexions, la justice vient de rouvrir l'enquête dans la disparition d'Adrien Fiorello qui n'a plus donné signe de vie depuis le 6 octobre 2010. Son téléphone a été localisé ce jour-là à Chambéry où vivait Nordal Lelandais à cette époque alors que le jeune homme était censé se trouver à Saint-Étienne. Justice toujours, un couple de Français est jugé à Londres depuis aujourd'hui après la découverte du corps sans vie de leur jeune fille au père, Sophie Lyonnais, dans leur jardin. Le couple a reconnu avoir tenté de se débarrasser du corps en le brûlant, mais nie toute implication dans sa mort. Immobilier et Paris qui devient la ville la plus attractive d'Europe. La capitale française a pris la tête du classement des villes européennes les plus prisées par les investisseurs immobiliers. En France, 27 milliards d'euros ont été dépensés en 2017, du jamais vu depuis 2007. Sur le podium de l'attractivité, Paris devance Madrid et Amsterdam. À l'international, on connaît les résultats définitifs de l'élection présidentielle en Russie. On le savait déjà, Vladimir Poutine enchaîne un 4e mandat au Kremlin. Le président sortant a recueilli 76,66% des voix, ce qui représente le soutien de 56 millions d'électeurs et le score le plus important de l'histoire de la Fédération de Russie. La commission électorale centrale indique ne pas avoir reçu de plaintes sérieuses concernant le déroulement de l'élection, mais plus de 1700 signalements de possibles infractions à la loi électorale. L'organisation a 10 jours pour valider officiellement ses résultats. Un mot de sport, si on peut appeler ça comme ça, on aurait pu croire à un réchauffement des relations entre Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, le premier avait déclaré être prêt à serrer la main du second s'ils se croisaient. Problème, l'attaquant du Real Madrid ne semble pas avoir digéré l'affaire de la sextape et sa mise à l'écart de l'équipe de France depuis fin 2015. Réponse cinglante du buteur à son ancien coéquipier chez les Bleus. Garde ta main. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France